L'exercice numéro 4, cet exercice est un exercice un petit peu plus difficile, plus abstrait. On est dans un espace vectoriel euclidien de dimension n. Donc, euclidien, ça veut dire qu'il est muni d'un produit scalaire. Le produit scalaire, d'ailleurs, il est noté de cette manière-là. On se donne B une base a priori quelconque de l'espace, et on se donne des scalaires quelconques également, n scalaires, et on veut montrer qu'il existe un unique vecteur t de E qui vérifie la propriété qui est ici, c'est-à-dire on veut en fait que les produits scalaires de t par les vecteurs de cette base donnent les scalaires qu'on a choisis. C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible de trouver un vecteur tel que les produits scalaires de t par les vecteurs de base donnent des nombres qu'on aurait choisis au départ. Alors, ce qu'on peut déjà noter, c'est qu'il s'agit de démontrer un résultat d'existence et d'unicité, et que si on n'a vraiment aucune idée sur la manière de réfléchir, on peut déjà montrer l'unicité, c'est en général plus facile. Là d'ailleurs, c'est effectivement plus facile. Bon, moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le problème en équation, et je vais proposer une première approche. J'ai envie de qualifier de naïve, mais qui va marcher. C'est-à-dire, c'est mettre le problème en équation. Donc moi, quand je cherche un vecteur qui vérifie des propriétés, ben, je raisonne par analyse synthèse. Donc, je me suis fixé alpha 1, alpha n, j'ai ma base de E, donc je me donne soit t appartenant à E, je me donne un vecteur de E tel que, eh bien tel que j'ai la propriété de l'énoncé. C'est-à-dire le produit scalaire de t par le vecteur EI est égal à alpha i. Donc je me donne un vecteur qui vérifie les conditions de l'énoncé, et je vais chercher les conditions nécessaires sur ce vecteur. Je remarque que finalement, j'ai quelque part une équation à résoudre. Alors, ce qui me semble légitime, ça serait de décomposer le vecteur dans la base B pour voir ce qui se passe. Donc là, je vais décomposer le vecteur dans la base B. Ces coordonnées, je vais les noter T1, T2, Tn. Donc il va s'écrire T1, E1, plus etc., plus Tn, En, où donc T1, Tn, ici, c'est des nombres. Ce sont les coordonnées de T dans la base B. Alors je m'aperçois que si la base B était orthonormée, ces nombres T, eh bien, il vaudrait simplement le produit scalaire de T par E1, le produit scalaire de T par E2, le produit scalaire de T par En, et que dans ce cas-là, ben, pour alpha i, on pourrait déterminer ce qu'on a envie de déterminer assez facilement. Donc dans le cadre d'une base orthonormée, c'est pas très très compliqué de conclure. Il suffirait de prendre le vecteur, T va être égal à alpha 1 E1 plus alpha 2 E2 plus alpha n En. Donc si la base est orthonormée, le problème est facile. J'ai qu'à remplacer les coordonnées par les alpha i et c'est réglé. Seulement la base, elle n'est pas orthonormée. Ben, c'est pas grave. Je vais regarder ce que donnent ces équations-là. La première équation, là, produit scalaire de t par E1 est égal à alpha 1. Cette équation-là, elle s'écrit comment? Ben, si je développe le produit scalaire par rapport à la première place, ça va me donner quoi? Ça va donc me donner E1 scalaire E1 T1 plus, donc par linéarité du produit scalaire par rapport à la première place, E2 scalaire E1 T2 plus etc. En scalaire E1 Tn est égal à alpha 1. Si j'écris la deuxième équation, T2 scalaire E2 est égal à alpha 2, toujours en linéarisant le produit scalaire par rapport à la première place, je vais récupérer donc E1 scalaire E2 T1 plus E2 scalaire E2 T2 plus En scalaire E2 Tn, ça c'est égal à alpha 2. Et si je continue à écrire mes équations comme ça, si j'écris la dernière, toujours en développant le produit scalaire par rapport à la première place, on récupère E1 scalaire En T1 plus E2 scalaire En T2 plus etc. En scalaire En Tn. Alors nous, on n'oublie pas ce qu'on cherche, hein, on cherche T. Trouver T, c'est trouver ses coordonnées. Hein. Donc on peut voir que les inconnus ici, c'est les coordonnées. En décomposant le vecteur T dans la base, je me ramène à calculer les coordonnées. Et si je montre qu'il y a un unique système de coordonnées, c'est-à-dire un unique n-uplet qui convient à ce système, c'est gagné. Alors je parle bien de système, puisqu'il s'agit de résoudre un système de n équations à n inconnus. Je
vous rappelle ici que les inconnus, c'est T1, T2, Tn, c'est les nombres réels qui sont les coordonnées de mon vecteur dans la base B. Donc voilà mes inconnus. Et ça, en fait, on vient de faire une transposition didactique dans le sens où on vient de se ramener à la résolution d'un système linéaire. C'est-à-dire que le vecteur T convient si et seulement si, donc si et seulement si, le n-uplet T1, Tn est solution d'un système linéaire. Et solution du système, alors je vais l'écrire à, je vais mettre T ici est égal à grand alpha, où T c'est la matrice des inconnus, c'est la matrice qui est formée de T1, Tn, et grand alpha, c'est la matrice second membre qui est formée de alpha 1, alpha n. Donc on a un système de n équations à n inconnues avec comme second membre alpha 1, alpha n. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce système possède une et une seule solution. Là, on a un système de n équations à n inconnues. Ce système possède une et une seule solution si et seulement si la matrice du système est inversible. Donc, c'est gagné si A est inversible. Donc, on a le résultat. On a une unique solution, ce que l'on veut. On a une unique solution si et seulement si la matrice A est une matrice inversible. J'ai qu'à montrer que la matrice A est une matrice inversible, et j'ai gagné. Alors A, c'est la matrice du système, donc c'est la matrice qui est formée par le produit scalaire de E1 avec E1, etc., jusqu'au produit scalaire de E1 avec En, produit scalaire de E2 avec E1, etc., jusqu'au produit scalaire de E2 avec En. Là, j'utilise la symétrie du produit scalaire pour que le premier vecteur symbolise l'indice de la ligne et le second vecteur symbolise l'indice de la colonne. Donc on obtient une matrice comme ça, et je voudrais savoir si cette matrice est inversible. Bon, alors on est ramené à un autre problème. Est-ce que la matrice qui est ici est inversible? Et là, je vais me dire, tiens, des produits scalaires, matrice, produits scalaires, matrice. Ça me parle. Ça me parle drôlement. Alors, hop, ça me parle drôlement parce que on avait vu que quand on fait un produit matriciel, ça revient à faire des produits scalaires entre les lignes et les colonnes d'une matrice. Donc ça me parle. Et je me dis, alors, qu'est-ce qu'il faudrait en fait pour pouvoir se débrouiller pour faire un produit matriciel de manière à ce que le résultat de mon produit matriciel, ce soit la matrice A. Moi, ce que je voudrais, par exemple, c'est que quand je fais mon produit matriciel, je récupère ça. Il faudrait que la première ligne qui est ici, multipliée par la première colonne qui est ici, me donne le produit scalaire qui est là. En fait, quand je fais ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, j'obtiens bien un produit scalaire si mon vecteur est exprimé dans une base orthonormée. Donc moi, ce qu'il me faudrait ici, c'est les coordonnées du vecteur E1 dans une base orthonormée, les mêmes coordonnées du vecteur E1 dans une base orthonormée. Donc la matrice dont j'ai besoin ici et ici, la matrice dont j'ai besoin, ça serait la matrice qui range les coordonnées de E1, E2, En, et qui exprime ces coordonnées dans une base orthonormée. Alors pour ça, il me faudrait une base orthonormée. Est-ce que je peux trouver une base orthonormée? On a un magnifique théorème existentiel qui dit que comme E est un espace euclidien, eh bien on peut dire qu'il existe des bases orthonormées dans E. Il existe des bases orthonormées dans E. On a vu qu'on pouvait les construire avec le procédé de Gram-Schmidt. On peut par exemple prendre la base orthonormée obtenue avec E1, E2, En en appliquant le procédé de Gram-Schmidt. Mais moi, je ne vais pas m'embêter. Je vais dire, je prends epsilon 1, epsilon n, une base orthonormée de E. Et si je décompose mon vecteur ici dans la base orthonormée, je m'aperçois que pour récupérer le produit scalaire de E1 par E1, il suffit que je prenne la norme du vecteur qui est là. Donc je m'aperçois en fait que si je prends P, la matrice de E1, E2, En dans la base epsilon 1, epsilon n, j'obtiens une matrice. Si je veux que le produit de chaque ligne de cette matrice avec chaque colonne de celle-là donne les produits scalaires associés, c'est-à-dire en gros je veux que là j'ai le produit scalaire de EI par EJ, qu'est-ce qu'il me faut? Bien là il me faut sur la ième ligne les coordonnées du vecteur EI dans une base orthonormée,
Donc ces coordonnées, je vais les appeler, donc j'ai dit du vecteur EI dans une base orthonormée. Donc ces coordonnées, je vais les appeler P1I, etc. jusqu'à PNI. Et ça doit être multiplié par les coordonnées du vecteur EJ dans une base orthonormée. Donc là, je vais récupérer P1J, P2J, etc. jusqu'à PNJ. Je m'aperçois en fait que donc la matrice que je vais constituer, c'est la matrice qui donne ici les coordonnées de ces vecteurs dans la base orthonormée. Que là, je vais récupérer exactement la matrice P, et que là, pour avoir les colonnes en ligne, je vais récupérer la matrice transposée de P. Je m'aperçois donc que la matrice A du système, la matrice qui est ici, c'est en fait le produit de la matrice transposée de P avec la matrice P, où P c'est la matrice qui est ici, mais la matrice qui est ici, c'est une matrice de passage. C'est la matrice de passage de... Alors attention, ne nous trompons pas, quand on écrit machin vers truc, c'est les vecteurs qui sont ici qu'on exprime dans la base qui est là. Donc ça veut dire que la base qui est ici, c'est la base qui est là, c'est-à-dire c'est la base B, et là c'est ma base orthonormée que je vais appeler O. Cette base orthonormée, je l'appelle O. Or, cette matrice-là est une matrice inversible, puisque c'est une matrice de passage. C'est donc une matrice de GLN de R. Donc, pour montrer que la matrice A est inversible, je vais calculer son déterminant. Le déterminant du produit, c'est le produit des déterminants. Et le déterminant de la transposée d'une matrice, c'est elle-même. Donc je récupère que le déterminant de la matrice du système, c'est le carré du déterminant de la matrice P, qui est une matrice de passage, qui est donc inversible. Donc le déterminant de P étant non nul, son carré sera un nombre strictement positif. On vient donc de démontrer que la matrice qui est ici est une matrice inversible. Moralité, le système qu'on a obtenu possède une et une seule solution. Moralité, si il existe un unique n-uplet T1Tn qui vérifie cette relation-là, il existe donc bien un unique vecteur T de E qui vérifie les conditions qui sont ici. On vient donc de montrer l'existence et l'unicité d'un tel vecteur. Je vous propose une seconde approche plus efficace encore. Ce que je vais faire, je cherche un unique vecteur qui vérifie ces contraintes. Je vais créer tout naturellement l'application qui, au vecteur T, associe les contraintes qu'il doit vérifier. Donc là, j'ai un vecteur de E, et les contraintes qu'il doit vérifier portent sur les produits scalaires de T par le vecteur EI. Donc je vais considérer le n-uplet qui est formé par les contraintes que je veux voir porter sur le vecteur T. Alors je m'aperçois que ça me transporte l'espace vectoriel abstrait E sur un espace plus concret, puisque les produits scalaires, ce sont des nombres réels. Donc là, je m'envoie dans Rn. Alors il n'est pas bien compliqué de démontrer que cette application phi est linéaire. Je le prouve. Si je me donne alpha, un nombre réel, t, un vecteur de bêta, un autre nombre réel, et v, un vecteur de E, si je calcule phi de alpha t plus bêta v, je vais donc récupérer le n-uplet qui est formé de le produit scalaire de alpha t plus bêta v, scalaire ui, donc le n-uplet, quand je fais varier i, entre 1 et n. Or, je sais que le produit scalaire, il est linéaire par rapport à sa première place. Donc je vais récupérer alpha, produit scalaire de t par le vecteur ui, plus bêta, produit scalaire de v par le vecteur ui, où i est un entier qui varie entre 1 et n. Là, j'ai un vecteur de Rn. Je sais que grâce aux lois de Rn, je peux dire que ça, c'est alpha fois le vecteur qui est constitué des produits scalaires t scalaire E1, etc. jusqu'à t scalaire En, plus bêta, multiplié par le vecteur de Rn qui est constitué de v scalaire E1, etc. jusqu'à v scalaire En. On vient bien de démontrer que l'image de cette combinaison linéaire, c'est la combinaison linéaire des images, et ce qu'on a utilisé, c'est juste la linéarité du produit scalaire par rapport à sa première place. Donc cette application-là, elle est linéaire. De plus,
la dimension de l'espace vectoriel E, c'est n, c'est égal à la dimension de Rn. Ce que je vais démontrer, en fait, c'est que l'application des contraintes est un isomorphisme. Ça va être facilité par le fait qu'évidemment cette application est linéaire, avec les mêmes dimensions au départ et à l'arrivée. Puisqu'on sait que dans ce cas-là, phi est un isomorphisme si et seulement si elle est injective. Donc l'égalité des dimensions et le fait que cette dimension, c'est une dimension finie, me dit que phi est un isomorphisme. Phi est un isomorphisme de E sur l'espace Rn, si et seulement si il est injectif. C'est-à-dire si et seulement si le noyau de phi se réduit au vecteur nul de E. Donc, moralité, cet exercice se ramène à, si je veux montrer que je peux transporter E de façon de l'espace abstrait vers l'espace concret Rn, de façon isomorphe, j'ai juste à calculer le noyau de cette application linéaire. Calculons le noyau de phi et donnons la conclusion. Alors, je vais faire ça sur une autre feuille. Donc, déterminons les vecteurs qui sont dans le noyau de phi. Donc là, on prend un vecteur dans le noyau de phi et on traduit ce que ça signifie. Le vecteur t est dans le noyau de phi, si et seulement si, j'applique la définition, hein, phi de t est égal au vecteur nul. Alors vecteur nul de l'ensemble où ils vivent, le vecteur nul de Rn. Donc ça, c'est équivalent à quoi? J'écris la définition de phi de t. Phi de t, c'est le n-uplet qui est formé des produits scalaires de t par les vecteurs en. Et le n-uplet 0, 0, 0, c'est 0, 0, 0. Deux n-uplets de Rn sont égaux si et seulement si leurs coordonnées sont égales. Donc je vais récupérer que le produit scalaire de t par E1 est nul, etc. jusqu'au produit scalaire de t par En qui est nul. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vecteur t est orthogonal à tous les vecteurs EI. Donc il est orthogonal à toutes leurs combinaisons linéaires. Donc on vient de démontrer que t appartient à l'orthogonale de vecte de E1, En. Je vous rappelle qu'un vecteur, s'il est orthogonal au vecteur E1, E2, En, il est dans l'orthogonale de E1, E2, En, donc il est dans l'orthogonale de l'espace vectoriel engendré par ces vecteurs. Enfin, sauf que l'espace vectoriel engendré par les vecteurs E1, En, c'est l'espace vectoriel E tout entier, puisque je vous rappelle que B est une base de E. Donc ça, c'est équivalent à dire que T appartient à l'orthogonale de E. Donc en fait, ce qu'on vient de démontrer, c'est que le noyau de phi, c'est l'orthogonale de E. Or, l'orthogonale de E, c'est l'ensemble des vecteurs qui sont orthogonaux à tous les vecteurs de E. Ça, on sait bien que d'après le cours, il n'y a que le vecteur nul de E qui vérifie cette propriété. Moralité, on vient de démontrer que cette application est linéaire injective. Comme j'ai la même dimension au départ et à l'arrivée, cette application réalise un isomorphisme entre E et Rn. L'exercice est donc terminé, puisque comme cette application est bijective, je peux dire que quel que soit le n-uplet que je prends dans l'ensemble d'arrivée, appelons-le alpha 1, alpha n, il existe un unique vecteur t appartenant à E, tel que phi de t est égal à alpha 1, alpha n. Or, l'unique antécédent de alpha 1, alpha n par l'application phi, c'est le fameux vecteur t que je cherche. Et j'ai montré non seulement qu'il existe, puisque cette application est surjective, qu'il est unique, puisque cette application est injective. C'est l'effet isomorphisme. Vous avez vu comme on a transmis linéairement l'espace abstrait sur un espace concret, sur un espace de coordonnées.